Le matin de la Toussaint, en me réveillant dans mon appartement à Lyon, cette vieille angoisse est revenue s'installer dans ma poitrine. Une nouvelle année, une nouvelle réunion familiale. Cette fois-ci, le lieu choisi était le Majestueux, un hôtel de luxe à Cannes, tout frais payé par mon grand-père. Je faisais une dernière vérification de ma valise en soupirant profondément. Mon regard s'est attardé dans le miroir. Je m'appelle Hélène Dubois, 33 ans, directrice de recherche dans un laboratoire pharmaceutique. Je vis seule à Lyon et je gagne 150 000 euros par an. Grâce à des placements réfléchis, j'ai su bâtir mon patrimoine. L'argent est important, mais la dignité l'est encore plus. Ces mots de mon grand-père résonnent toujours en moi. Entrepreneur dans le BTP, il a fait fortune dans l'immobilier. C'est lui qui m'a tout appris sur la gestion financière, depuis l'enfance. Il m'initiait avec passion aux investissements et à la stratégie patrimoniale. Il est le seul de la famille à vraiment me comprendre. À l'opposé, il y a ma sœur, Catherine. Ancienne hôtesse de l'air devenue mère au foyer, elle mène une vie qui paraît fastueuse avec son mari et leur fille de 7 ans. Mais sans les aides mensuelles de notre grand-père, ce train de vie serait impossible. Le prêt immobilier, les crédits auto, l'école privée de leur fille, tout est pris en charge par lui. Pourtant, sur les réseaux sociaux, Catherine aligne les clichés clinquants. Sac de créateur, dîner hors de prix, séjour luxueux. Elle semble obsédée par l'idée de renvoyer une image idéalisée, loin de la réalité. Mes parents, Georges et Marguerite, sont du même acabit. Ils mènent une retraite paisible dans le sud, mais tout repose là encore sur l'argent de mon grand-père. Leur logement, leur quotidien, même leur maison de retraite haut de gamme. Depuis toujours, ils ont été froids avec moi, mais excessivement indulgents avec Catherine. À la fac, j'ai payé mes études grâce à des bourses et j'ai travaillé pour subvenir à mes besoins. Ma sœur, elle, a tout reçu sur un plateau. Frais d'inscription, logement, voyage. Je n'ai jamais oublié cette injustice. Deviens une femme indépendante. Encore une phrase de mon grand-père. Elle m'a guidée. J'ai gravi les échelons dans le secteur pharmaceutique, bâti mon patrimoine et conquis une vie autonome. Mon appartement avec vue sur les toits de Lyon, je l'ai acquis seul. Un luxe mesuré, mais assumé. En soulevant ma valise, mon appréhension pour cela Toussaint montait d'un cran. Chaque année, les tensions de notre famille semblaient s'aggraver. Les apparences surjouées de Catherine, les préférences évidentes de mes parents, le regard inquiet de mon grand-père. Dans le taxi vers l'aéroport, je pensais à ce séjour. Le Majestueux, un palace 5 étoiles inspiré de la Renaissance italienne, suites à plus de 750 euros la nuit. Le dîner de la Toussaint coûtait 180 euros par personne. Un décor somptueux, pour masquer une réalité familiale fragile. Tout reposait sur les épaules de mon grand-père. Catherine, mes parents, c'était un château de cartes. Et cette année, la façade allait se fissurer. Nous le sentions tous, mais personne n'osait le dire à voix haute. Depuis la fenêtre du taxi, du petit aéroport de Nice jusqu'à l'hôtel, la lumière douce du sud baignait ce jour de fête. J'étais la dernière arrivée. Je traînais ma valise bleu marine dans le vaste hall d'inspiration Renaissance italienne. Ma robe épure, sobre et chic, était un peu froissée par le vol. Le hall était élégant, baigné de lumière sous des lustres scintillants. Les pas résonnaient doucement sur le marbre. D'autres clients profitèrent déjà de l'après-midi. En me dirigeant vers la réception, j'aperçus mes parents, en retrait. Maman portait une robe de plage toute neuve, papa une tenue décontractée pour son âge. Nos regards se croisèrent, et ils détournèrent vite les yeux. Madame Dubois, je suis désolée, mais je ne trouve pas votre réservation. L'agent d'accueil semblait confuse, scannant l'écran à plusieurs reprises. Elle voyait les réservations des autres membres de ma famille, mais pas la mienne. C'est alors que des talons onéreux se firent entendre. Catherine s'approchait, l'air triomphant, un sac Birken au bras, sa montre Cartier étincelante. Oh, Hélène est enfin là, lança-t-elle d'un ton faussement enjoué, saturé de sarcasme. L'employé continuait de chercher. Les regards commençaient à se tourner vers nous. Étrange qu'il n'y ait pas de réservation, ajouta Catherine en haussant la voix, juste assez fort pour que tout le monde entende. À côté de ma valise sobre, sa Louis Vuitton attirait tous les regards. Elle s'approcha encore, comme pour conclure le spectacle. Affichant un sourire victorieux, Catherine déclara « Je n'ai réservé que pour notre vraie famille. » Sa voix résonna dans le hall, pleine de mépris. Une chambre pour moi, mon mari et Amy, une autre pour maman et papa,
C'est tout. Juste pour la vraie famille, tu vois. Un silence pesant tomba. L'employé d'accueil resta figé, tandis que mes parents détournaient encore davantage le regard. L'atmosphère autour de moi sembla se figer. Je pris une lente inspiration et, sans changer d'expression, répondis calmement: Je vois. Dans ce cas, je vais partir. Ma voix était plus posée que je ne l'aurais cru. Je resserrai ma prise sur la poignée de ma valise, hochai poliment la tête vers la réceptionniste, puis sortis mon téléphone pour appeler un taxi. Attends! La voix de Catherine monta d'un cran. Mais j'étais déjà en train de quitter le hall, les regards compatissants du personnel dans mon dos. Je marchais vers la sortie. Catherine, prise de court, conserva malgré tout son air triomphant. Mes parents, eux, restaient immobiles, figés dans l'embarras. Seuls les bruits de mes pas résonnaient dans le hall silencieux. Dehors, le soleil de l'après-midi brillait fort. En attendant le taxi, les palmiers dansaient doucement sous la brise. Ce séjour de la Toussaint dans un palace de luxe venait de se terminer en quelques minutes. Et pourtant, une étrange sensation de liberté s'installait en moi. Les mots de mon grand-père me revinrent. Sois une femme qui tient debout par elle-même, et là je comprenais enfin ce qu'il voulait dire. En attendant, je levai les yeux vers l'hôtel, admirant son architecture néoclassique, témoin de plus de 100 ans d'histoire. La façade était décorée avec faste pour les festivités. Des voitures de luxe déposaient des familles élégamment vêtues. Derrière les vitres du hall, j'aperçus ma nièce Amy dans une robe bien trop précieuse pour une enfant de 7 ans. Elle gigotait derrière sa mère, le regard fuyant peut-être à ma recherche. Chaque année, je lui apportais un cadeau pour la Toussaint. Cette fois-ci, j'avais choisi une jolie barrette en perles, encore soigneusement emballée dans ma valise. Le taxi arriva. Je montai et demandai au chauffeur de m'emmener à l'aéroport de Nice. Sur mon téléphone, je cherchais déjà le premier vol pour Lyon. Même si les prix en période de fête sont élevés, cela m'était bien égal. Le vrai coût de la Toussaint, c'était l'énergie émotionnelle que je dépensais chaque année. Dans le rétroviseur, le majestueux s'éloignait, étincelant sous le soleil de l'après-midi. Il symbolisait à merveille le vernis fragile de notre famille. Et cette fois, une première fissure venait de s'y dessiner. L'avenir restait incertain, mais une chose était sûre. Il n'y aurait pas de retour en arrière. L'intérieur du taxi m'offrait un calme inattendu. L'air frais de la climatisation et les sièges en cuir apaisaient peu à peu la tension. Dehors, les résidences blanches, les palmiers parfaitement alignés et la mer scintillante défilaient. Des paysages qui d'ordinaire m'auraient émerveillé, mais qui me paraissaient à présent lointains. Je pris mon téléphone et appelai mon grand-père sans hésiter. L'attente parut longue avant qu'il décroche. « Hélène, tout va bien ?» Sa voix gardait son calme habituel. « J'ai quelque chose à te dire. » Je lui racontai tout, d'un ton neutre. L'absence de réservation à mon nom, les paroles de Catherine, mon départ. Aucun pathos, juste les faits, dans l'ordre. Au bout du fil, j'entendis sa respiration se faire plus lourde. Il se retenait de laisser exploser sa colère. Mais je ne cherchais ni pitié ni réconfort. Je comprends. Laisse-moi m'en charger. Sa voix était grave et posée, et dans ces quelques mots, j'ai senti comme un avertissement de ce qui allait suivre. Peu après avoir raccroché, les appels commencèrent à pleuvoir. Catherine enchaîna plus de 10 appels manqués en un quart d'heure. « Amy veut te voir. Elle attendait ton cadeau de la Toussaint. Mes amis viennent dîner ce soir. J'avais prévu une story Insta sur notre famille parfaite. Tu imagines l'humiliation ?» Sa voix devenait hystérique. Puis les mails de mes parents arrivèrent. On aurait pu ajouter une chambre, mais comme Catherine a dit, on a priorisé la vraie famille. Tu es indépendante maintenant, non? Le message de ma mère transpirait toujours la même froideur. Si tu gagnes bien ta vie, pourquoi ne pas te payer ta chambre? Pourquoi tant de drames? Le suivant était encore plus acerbe, presque mesquin. Catherine a un mari et une enfant. Tu comprends, non? Fais un effort pour la Toussaint. Le problème, c'est que tu penses toujours à toi, jamais à la famille. Ma mère continua, me dépeignant comme la méchante. Tout était prévu pour nos réseaux. On devait faire de superbes photos en famille. Des photos de toi avec Amy, tout est gâché maintenant. Chaque message serrait un peu plus ma poitrine. Mais au fond, j'étais habituée à ce genre de mots. Depuis toujours, ma sœur et moi avions été traités avec la même inégalité. Alors que le taxi approchait de l'aéroport de Nice, une nouvelle salve de messages arriva. À cause de ton égoïsme, Amy pleure. Elle attendait tellement de voir sa tante.
Catherine continuait à se cacher derrière sa fille, mais je ne voyais plus que de la vanité et de l'orgueil. Puis vinrent les mails de ma mère, toujours plus sarcastiques. Pauvre Catherine. Si tu savais comme elle s'inquiète pour l'avenir d'Amy. Mais bon, l'éducation, ça coûte cher, tu ne peux pas comprendre. Et pourtant, je ne ressentais ni colère ni tristesse, seulement de la clarté. Leur hypocrisie éclatait au grand jour, sans masque. Juste avant d'arriver à l'aéroport, un message de mon grand-père apparut. Je suis fière de ta décision. Je comprends tout. À ces mots, mes yeux se sont brièvement embués. Mais ce n'étaient pas des larmes de chagrin. C'était une forme de calme, de détermination. Le début d'un nouveau chapitre. Mon téléphone vibrait encore. Des appels incessants de Catherine. Réponds tout de suite. Des mails accusateurs de mes parents. Ton comportement détruit la famille. Mais j'étais déjà arrivée dans un espace où plus personne ne pouvait m'atteindre. Je descendis du taxi et marchai vers le terminal international. Tout en réservant un vol retour pour Lyon, une étrange sensation de libération m'envahit. Comme si je venais enfin de quitter cette fausse famille. Environ 30 minutes après le décollage, un nouveau mail du grand-père tomba. Tous les membres de la famille étaient en copie. Il commençait ainsi avec son style toujours digne. Ce jour de la Toussaint, un événement a gravement porté atteinte à la dignité de notre famille. Le traitement infligé à Hélène est inacceptable. À effet immédiat, je suspends tout soutien financier à Georges, Marguerite et Catherine. Je vous rappelle que vos modes de vie luxueux dépendent entièrement de mon aide. Ceux qui ont oublié l'essence même de la famille, noyés dans l'apparence, ne méritent plus ces privilèges. À peine avais-je fini de lire que Catherine recommença à m'appeler. Le ton paniqué de ses messages vocaux ne laissait aucun doute. Sa vie entière reposait sur les 28 000 euros mensuels de notre grand-père. Hélène, s'il te plaît, réponds. Convainc papy. Les mails de mes parents suivirent, cette fois pleins de supplications. Leur ton arrogant avait disparu, remplacé par la panique. C'est notre retraite qui est en jeu. Tu pourrais lui reparler, non? Le dépôt de 140 000 euros pour leur maison de retraite serait perdu, et leur complémentaire santé coupé. Ma mère m'envoya même un mot d'excuse. Je suis désolée pour tout ce que j'ai dit, mais c'est une crise familiale. Je mis mon téléphone en mode avion. Dehors, un océan de nuages s'étendait. Les photos parfaites du repas de la Toussaint, si précieuses chaque année pour les réseaux sociaux de Catherine, n'auraient pas lieu cette fois. Et pour elle, ce manque d'attention serait sans doute plus dur à supporter que la perte financière. L'avion poursuivait son vol sans turbulence. Le passager à côté de moi consultait des recettes sur son smartphone, probablement pour le dîner du soir. Normalement, à cette heure-ci, j'aurais offert son cadeau à Amy dans le salon de l'hôtel. En me reconnectant au Wi-Fi, une centaine de messages m'attendaient. La plupart, de Catherine, toujours plus alarmée. Comment je vais faire? Je ne pourrai pas payer les prêts, ni l'école d'Amy. Les mails de mes parents devenaient aussi plus graves. On risque de perdre la maison de retraite et notre mutuelle. On ne dort plus la nuit. Mais ce qui marqua le plus ce moment, ce fut l'ultimatum final de mon grand-père envoyé à tous. Cette mesure est irrévocable. Considérez-la comme la conséquence de vos choix. Toute objection entraînera la fin immédiate des soutiens restants. Je lisais ces mots avec calme. Leur arrogance passée s'était transformée en désespoir. Jamais encore chacun n'avait autant révélé sa vraie nature. Je posai mon téléphone et fis chauffer de l'eau pour un thé. À cette heure, j'aurais dû être à un dîner luxueux, un menu spécial la Toussaint à 180 euros. Le simple souvenir de ce montant me fit sourire. Chaque année, Catherine s'en vantait sur Instagram, alors qu'en vérité, ils luttaient pour rembourser leur carte de crédit. Un nouvel appel entra. C'était encore elle. Des mots, mêlant panique et reproches, commencèrent à émaner du mari de Catherine. Il critiquait ses dépenses excessives. On sentait que des fissures apparaissaient dans leur mariage. Les messages de mes parents devinrent plus précis, presque désespérés. La maison de retraite refuse de nous rembourser l'acompte de 140 000 euros. La complémentaire santé sera à notre charge dès le mois prochain. Tout ça, c'est à cause de toi. Mais après ces plaintes, revenaient toujours les mêmes refrains. Défense aveugle de Catherine. Reproches envers moi. Rien n'avait changé. Je sortis un citron du frigo et l'ajoutai à mon thé. Dès demain, je reprendrai le travail comme d'habitude. De nouvelles analyses m'attendaient dans le projet de recherche du laboratoire pharmaceutique. Mon salaire annuel de 150 000 euros, mes placements réguliers, ma stabilité. Tout ça, je l'avais construit seul. Dehors,
Les lumières de la nuit lyonnaise brillaient calmement. Les tours illuminaient le ciel comme des étoiles. Soudain, je pensais à mon propre relevé de carte bancaire. Paiement intégral chaque mois. Un luxe modéré, sans dette. Une autre phrase de mon grand-père me revint. La vanité, c'est pour les autres. L'épargne, c'est pour toi. Dans cette ville, j'avais bâti ma vie par mes propres moyens. Comme il l'avait dit, j'étais devenue une femme debout. Et je le ressentais pleinement. J'avais fait le bon choix. Mon téléphone continuait de vibrer, mais ses voix ne pouvaient plus m'atteindre. 2 semaines après, la Toussaint, début décembre, la première neige recouvrait Lyon. Mes journées se déroulaient dans la routine du laboratoire. Mais du côté de ma famille, tout avait changé. Le premier signe était sur les réseaux sociaux. L'Instagram de Catherine, habituellement mis à jour chaque jour, était devenu silencieux. Sa dernière publication remontait à la veille de la Toussaint. Une photo de son sac RS dans un restaurant chic, avec la légende La vie de rêve. Les commentaires enthousiastes prenaient maintenant une teinte cruellement ironique. Puis des mails de mon père apparurent. Pour la première fois, sincère. Je réfléchis à toutes ces années de dépenses excessives. On a trop gâté Catherine et on t'a négligée. Je suis désolée. Des messages similaires vinrent de ma mère. Leurs aides santé coupées, ils découvraient enfin le vrai coût des soins médicaux. Notre retraite ne suffit plus. On vivait dans un luxe irréaliste. Je le comprends enfin. La situation de Catherine, elle, était bien plus grave. Son mari m'appela la voix lourde. J'ai découvert des dettes cachées. Les relevés de cartes de crédit sont ahurissants. On ne peut plus continuer comme ça. Sans le soutien de mon grand-père, leur vie s'effondrait. On envisage de déménager dans une maison moins chère. Amy ira dans une école publique. Catherine pleure tous les soirs. Sa voix mêlait fatigue et résignation. Leur mariage lui-même semblait fragilisé. En parallèle, ma vie restait paisible. Je me levais à 7 heures, partais au travail à 8 heures, rentrais à 18 heures. Les week-ends, je participais à des groupes d'études sur les placements, gérais mon épargne, poursuivais ma vie avec modération. Hier encore, j'ai été promue chef d'équipe sur un nouveau projet. Mon salaire devrait continuer à évoluer. Mes investissements se portaient bien. L'avenir ne m'inquiétait pas. La vanité offre un plaisir éphémère. L'épargne, une sérénité durable. Les mots de mon grand-père résonnaient plus fort que jamais. Alors que mes parents s'inquiétaient pour leur avenir et que ma sœur luttait pour rembourser ses dettes, moi, je continuais simplement ma vie. Au fil des jours, les appels et mails ont diminué. Après l'avalanche du début, il n'en restait plus qu'un ou deux par semaine. Leur ton aussi avait changé. Moins de reproches, plus de résignation. Amy prendra désormais le bus scolaire. Elle sera transférée dans le public. Je n'aurais jamais imaginé lire ça dans un mail de ma sœur. L'école privée qu'elle exposait fièrement en ligne, c'était terminé. Mes parents, eux, envisagèrent de quitter leur résidence de luxe pour un petit appartement abordable. Ils peinaient à payer leurs frais médicaux. Nous avons vécu dans l'erreur pendant des années, écrivait mon père. Mais savoir s'ils changeraient vraiment, c'était une autre question. La semaine dernière, j'ai reçu un message concis de mon grand-père. Se réveiller à la vérité fait parfois mal, mais cette douleur était nécessaire. Ta décision leur a donné une leçon essentielle. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement enregistré le message. Dans le ciel hivernal de Lyon, de nouvelles étoiles scintillaient. 3 mois après cela Toussaint, les premiers signes du printemps apparaissaient. Ma vie n'avait pas changé, ou plutôt, elle était devenue encore plus épanouie. Le projet au laboratoire avançait bien. Et la semaine dernière, j'ai reçu la confirmation de ma promotion. Mon travail, enfin reconnu. Mon salaire venait d'être augmenté à 180 000 € par an. Mes placements continuaient eux aussi à fructifier. Les actifs progressaient régulièrement, alimentant une stabilité que j'avais construite seule. Depuis la fenêtre de mon bureau, j'apercevais la vaste étendue du Rhône. Ses reflets dans la lumière de printemps semblèrent porter une forme d'espoir calme. Sur mon bureau, de nouvelles données de recherche attendèrent d'être analysées. Ce temps de concentration, plongé dans mon travail, était ce que je chérissais le plus. L'autre jour, j'ai reçu un cadeau d'anniversaire de mon grand-père. Un simple collier de perles. Une petite carte l'accompagnait, avec cette unique phrase, écrite de sa main raffinée.
La vraie lumière naît de ceux qui tiennent debout par eux-mêmes. Depuis peu, j'avais repris un contact limité avec mes parents. Ils avaient quitté leur luxueuse résidence en bord de Méditerranée pour un petit appartement plus modeste. Toujours en difficulté pour payer leurs frais médicaux, mais peu à peu, ils semblaient accepter la réalité. Le luxe apporte une joie fugace. Une vie simple, elle, offre une vraie sécurité. Ces mots venaient d'un mail de ma mère. Pour la première fois, ils sonnaient en vrai. Ma sœur, de son côté, avait déménagé dans un quartier résidentiel ordinaire. Amy allait maintenant à l'école publique et s'habituait à prendre le bus scolaire. Le compte Instagram de Catherine restait silencieux. Tout cela me paraît si vide aujourd'hui, posté juste pour sauver les apparences. Ces mots figuraient dans un rare mail de sa part. Les dettes par carte bancaire les accablaient encore, leur couple restait fragile. Mais au moins, ils ne fuyaient plus la réalité. De mon côté, je commençais à me fixer de nouveaux objectifs. Je voulais aller plus loin dans la recherche pharmaceutique et un jour diriger ma propre équipe. J'espérais aussi transmettre mon expérience aux jeunes chercheurs. Pendant les vacances, je participais à des cercles d'études sur l'investissement et l'économie. Les personnes que j'y rencontrais menaient des vies solides et concrètes. Leurs discussions sincères, sans artifice ni vanité, me faisaient un bien fou. L'incident de la Toussaint avait laissé une trace, une leçon pour chacun. L'importance de l'indépendance financière, le vide d'une vie fondée sur l'apparence, et surtout, le vrai sens de la famille. Les derniers mots de mon grand-père résonnaient encore en moi. Les liens véritables ne naissent qu'après avoir traversé les épreuves. Dans le tiroir de mon bureau, la barrette en perles que j'avais achetée pour Amy restait là, toujours joliment emballée. Un jour peut-être, lorsqu'elle comprendra la vraie valeur des choses. Lorsqu'elle réalisera qu'il vaut mieux se tenir droite que de chercher les likes. Ce jour-là, ce sera peut-être le bon moment pour lui offrir ce petit cadeau. Dehors, le vent du début du printemps faisait frémir les arbres de la rue, comme pour annoncer, doucement, le début d'une nouvelle saison.